Bonjour, nous sommes le 1er janvier 2022 et je vous souhaite une bonne année. Alors, je vais avoir l'occasion quand même de mettre un petit peu d'eau dans mon vin en vous disant une bonne année pour les raisons que vous devinez. Qu'est-ce que je faisais à minuit? Eh bien, à minuit, je regardais délibérément un film optimiste. Voilà. Euh, C'était pas parce que sinon je sombrerais dans le désespoir. Vous savez que mon blog s'appelle le blog le plus optimiste du monde occidental, ce qui est vrai. Si j'ai donné ce slogan, c'est parce que quelqu'un en fait me l'avait accolé à mon blog, le blog de Paul Jorion, en manière de dérision. Et je m'étais dit non, c'est vrai, pourquoi ai-je cette vue toujours très optimiste des choses? Alors si vous me suivez un peu, parce que voilà, j'annonce des catastrophes, et malheureusement quand j'annonce des catastrophes, je ne me trompe pas. On me dit, vous avez eu tort d'annoncer le Brexit, il a eu lieu quand même, mais regardez les gens qui font le bilan aujourd'hui, hier, avant-hier, le bilan d'une année de Brexit, c'est considéré comme bon, ça accélère l'effondrement du Royaume-Uni, il est en train d'éclater. Euh, L'Écosse va déclarer son indépendance, c'est une question de mois, d'années. Le pays n'a jamais eu un Premier ministre euh, aussi inepte. Donc, aussi malhonnête. Enfin bon, on connaît le personnage. Quand je me trompe en disant le Brexit n'aura pas lieu parce que tout le monde va comprendre à quel point ce sera une catastrophe, je n'ai pas tenu compte des forces, voilà, des forces de Thanatos, comme disait Freud, voilà, la pulsion de mort. Il y a de la pulsion de mort chez nous. Et on va voir apparaître de plus en plus ce phénomène qu'on appelle apoptose en physiologie, c'est-à-dire quand des parties du système vont se suicider pour permettre un ensemble. C'est pas une intention délibérée, mais permettant au reste du système d'essayer de survivre quelque peu. L'apoptose, donc, c'est un suicide des cellules quand elles réalisent, tout ça entre guillemets, bien entendu, les cellules ne réfléchissent pas, mais il y a par proximité, il y a une sorte de réalisation globale qu'une partie du système est en train voilà, de mourir, et il y a une précipitation, ça va plus, il y a une accélération du processus, et on va voir des choses de cet ordre-là chez nous, parmi les humains, euh, ne serait-ce que parce que et ça, c'est une très bonne remarque faite par Stephen Wolfram, le physicien mathématicien, que le climat se conduit comme s'il avait une intelligence, comme s'il y avait une personnalité derrière. C'est un système complètement intégré. C'est un truc dont on pourrait avoir l'impression, dont on pourrait décrire le comportement en termes d'intention, voilà, en termes d'objectifs, en termes de ce que Aristote appelait la cause finale. Et c'était quoi ce film optimiste que je regardais délibérément? C'était un truc dont je connaissais l'existence depuis 50 ans, depuis qu'il est sorti. En fait, ça fait quoi? Ça nous fait 70 ans. Il est sorti en 1950, c'est un film légendaire, ça s'appelle Harvey. C'est avec un très très grand acteur que tout le monde connaît, c'est James Stewart qui à cette époque-là jouait des rôles sérieux, mais aussi beaucoup de rôles où il apparaît comme un grand dadais, comme un personnage assez innocent, en particulier quand il devient sénateur à New York, dans un film de Frank Capra. Mais là, dans Harvey, ce qui est fait d'après une pièce de théâtre, du théâtre de boulevard, comme on dirait, qui avait eu énormément de succès. C'est donc un personnage qui est fou. Il imagine qu'il a à tout moment à côté de lui un énorme lapin. Ce lapin n'est en réalité pas vraiment un lapin, c'est un puka. Et qu'est-ce que c'est qu'un puka? C'est dans la mythologie celtique, c'est un esprit fripon. Voilà, c'est un esprit fripon. Et donc, le film commence avec ce personnage dont on se dit, bon, on va l'enfermer un jour ou l'autre, et en effet, on essaie de l'enfermer. Mais
sa bonté, sa générosité, son caractère aimable fait qu'il va provoquer le fait de vouloir l'enfermer va provoquer des catastrophes en série autour de lui. Et le film va se terminer sur une note extrêmement optimiste où non seulement il continuera de courir en discutant avec son copain imaginaire, mais il aura résolu involontairement un tas de problèmes autour de lui. On ne peut pas imaginer, je dirais, de messages plus optimistes. L'histoire racontée comme ça casse pas des briques véritablement, mais la manière très intelligente dont ça a été fait par la personne qui a écrit ça, qui est une certaine Mary Chase, qui écrivait aussi des contes pour enfants, fait que c'est un conte de fées. C'est un film qui vous met effectivement d'extrême bonne humeur. Je ne sais pas pourquoi j'y avais pensé ces jours derniers, sans doute sur cette idée de... Ça devait être lié au fait d'avoir vu ou de m'apprêter à voir Don't Look Up, le film sur la fin du monde, sur l'extinction du genre humain, dont j'ai fait un compte rendu, c'était quoi avant-hier. Alors on a besoin effectivement de se regonfler au début d'une année, alors qu'en France en particulier, le chiffre des nouveaux cas de Covid est un multiple des chiffres qu'on a vus précédemment, au moment où on parlait de la grande vague, la première grande vague, etc. On est à quoi? À quatre fois le chiffre de cette époque-là, c'est-à-dire on est dans quelque chose d'un autre ordre de grandeur. Alors, il y a une rumeur qui circule. La rumeur qui circule, c'est que c'est beaucoup moins dangereux le variant Omicron que les précédents, mais personne encore n'en sait rien. Il y a des bruits qui viennent d'Afrique du Sud. D'abord, on nous a dit que c'était beaucoup moins dangereux. Afrique du Sud, où ça a démarré apparemment, que en réalité c'était beaucoup moins dangereux. Et puis la dernière nouvelle, c'est que en fait, on n'avait pas bien fait les calculs, ou on n'avait pas réfléchi que c'était plutôt ce type de population-là qui était atteint avant les autres, etc. Donc il fallait pas extrapoler. En fait, on n'en sait rien. C'est dans les jours qui viennent qu'on va voir si les conséquences d'avoir attrapé ça sont les mêmes, plus graves, moins graves, etc. On peut pas encore juger, d'autant que les chiffres les plus alarmants sont ceux de la journée d'hier. Et c'est pas on en est à peu près au même endroit au Royaume-Uni. Ça a l'air de baisser un peu aux Pays-Bas et en Belgique. Est-ce que c'est une baisse provisoire? On ne sait pas. Aux États-Unis, là aussi, c'est comme en France, donc c'est pas une question de dire oui, c'est le gouvernement. Non, c'est le virus. C'est le virus. Aux États-Unis, c'est là aussi des chiffres qui sont des multiples, de nouveaux cas qui sont des multiples des cas précédents. Alors, on me dit, oui, mais regardez le nombre de morts. Le nombre de morts, heureusement pour ceux qui survivent, c'est pas le lendemain du jour où on est déclaré un cas. Il faut voir. Alors, on s'est préparé un peu, on est mieux équipé, on sait réagir à certains des premiers symptômes, on commence à avoir des choses qui ressemblent à des médicaments, et ainsi de suite. Et heureusement, beaucoup de gens sont vaccinés, mais quand on voit les chiffres de nouveaux cas, dire, comme je vois certains, même sur mon blog, des commentateurs, oui, mais en fait c'est terminé, non, vous rêvez, vous rêvez éveillé. Bon, on est encore en plein dedans dans cette histoire, alors qu'on aurait pu espérer, bien entendu, il y a exactement 2 ans, quand ça commença à devenir alarmant, on aurait pu penser qu'au bout de 2 ans, on serait hors de ça. On n'en voit pas encore véritablement la fin, malgré la présence de vaccins, malgré le fait qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit, malgré le fait qu'on puisse traiter au moins partiellement les gens avec des anticorps ou même de vrais médicaments. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la pagaille généralisée. Alors on essaie de réduire le nombre de jours pendant lesquels on doit s'isoler, si on connaît des gens qui ont, si on a été en contact avec des gens qui l'ont attrapé, mais ça c'est du sparadrap, c'est pas ça qui va changer les choses. Je regardais les chiffres hier, dans la journée d'hier,
1500 vols ont été annulés aux États-Unis. Bon. Alors, qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre des millions de gens qui sont bloqués dans des aéroports. Ça ne va pas faciliter les choses non plus. Pourquoi est-ce que ces vols ont été annulés? Une partie, c'est à cause du climat, et ça, je vous en parlais il y a 2 jours. La géographie des États-Unis fait que c'est un pays qui va, et du Canada au-dessus, sur la carte, la géographie du pays fait que c'est un pays qui va où on voit apparaître les résultats du réchauffement climatique mieux, de manière magnifiée, multipliée par rapport à d'autres pays. Pourquoi? En raison de cette géographie. Cette géographie qui permettait déjà l'apparition de nombreux cyclones, mais là, on est en train de voir, voilà, d'abord des cyclones d'une force qu'on n'a jamais vue, des cyclones larges à la base de 2 km, des choses qu'on n'a jamais vu, un cyclone qui n'arrête pas d'avancer sur plus de 200 km, depuis quelques années des incendies tout à fait catastrophiques, et encore hier et avant-hier au Colorado, on voit des villes entières détruites au Colorado. On voit des enfants dans un restaurant, vous pouvez voir cette vidéo, des enfants qui se rencontrent tout à coup avec leurs parents. C'est le type de restaurant où on fait essentiellement des dîners, des déjeuners d'anniversaire, des choses comme ça. Et tout à coup, quelqu'un dit c'est en train de cramer, voilà, tout près. Et pourquoi? Parce que le vent fait le vent fait 160 km à l'heure, et des brandons, voilà, sont transportés à toute allure, et qui commencent à déclencher des incendies tout près, alors qu'on n'a encore rien vu. Et c'est ça les cyclones aussi. C'est quand souvent, parfois au cinéma on les voit arriver de très loin, mais parfois non, ça démarre et on n'a rien vu venir. Ou alors, je vous en ai parlé, l'œil de l'ouragan, où tout a l'air calme, rien ne bouge, et tout à coup, de manière instantanée, au point que nous, on ne voit pas de transition. Je veux dire, quand on voit une vidéo où ça se passe, on est passé à des vents de 200-300 km à l'heure, et on va voir ça de plus en plus. Et les États-Unis vont être particulièrement exposés. Quand on voit maintenant des photos, ou même des reportages, voilà, un hélicoptère qui passe sur le Colorado, tout est couvert de neige. Ça a brûlé hier, et ce matin, c'est couvert de neige. Et ça, c'est un truc sur lequel j'attire votre attention aussi. Et j'ai vu ça, un jour, j'étais à Chicago, il gèle un jour, et le lendemain, il fait 15 degrés. Pourquoi? En raison de ce grand couloir qui vient du pôle Nord et qui va jusqu'au golfe du Mexique, et qui fait qu'il y a des courants qui passent là-dedans, et qui sont chauds un jour et froids le lendemain. Les grandes plaines des États-Unis, le Midwest, c'est un couloir qui est prédisposé aux catastrophes. Et alors, pour autre raison pour laquelle ces vols ont été annulés, 76%, ça c'est pas les personnels aériens, mais les chiffres sont du même ordre. Mais je voyais 76% hier de pompiers à New York qui sont portés pâles, qui sont malades d'une manière ou d'une autre. Même chose, des vols annulés au dernier moment parce qu'il a fallu que le pilote rentre à la maison. Et donc voilà, ça va créer en plus des foyers supplémentaires. Des clusters, puisqu'on ne sait plus ce que c'est un foyer, et les problèmes de supply chains, autrefois, quand j'étais petit, on appelait ça une chaîne d'approvisionnement, ça marchait très bien, mais c'est devenu une supply chains. Pourquoi est-ce que les mots disparaissent? Pourquoi les mots français disparaissent-ils pour être remplacés du jour au lendemain par des mots américains ou anglais qui disent exactement la même chose? C'est un de ces grands mystères que j'aimerais bien résoudre l'année qui vient. Est-ce que la première personne qui a introduit ces mots, est-ce que c'est vraiment une personne qui ignore qu'on dit foyer d'infection pour cluster? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui ignore qu'il existe une expression qui s'appelle chaîne d'approvisionnement?
Enfin bon, je résoudrai ça pas maintenant. Les chaînes d'approvisionnement, autre problème qu'on va voir, ça va être un des grands problèmes de l'année qui vient, parce que plus ça se désorganise, quand on recommence à confiner en Chine, et là, ils ne vont pas changer de méthode, c'est-à-dire que dès il y a 3 personnes qui sont déclarées des cas de coronavirus, on boucle le quartier. Alors, on nous a montré jusqu'ici que dans ce cas-là, les gens n'ont pas le droit de sortir, on leur apporte la nourriture. Mais j'ai vu qu'il y avait même des problèmes, voilà, même en Chine, de trouver les gens qui vont pouvoir distribuer de la nourriture comme ça du jour au lendemain à tout un quartier ou à toute une ville. Tout ça n'est pas évident. Et tout ça va rendre. Et si ces gens-là sont les gens, voilà, qu'on vient de boucler, sont les gens qui font une pièce où il y a une grande usine qui fait une pièce qui est nécessaire pour faire toutes les automobiles au monde, ce qui n'est pas impossible. Mais la manière dont se décerner des médailles de génie quand on a inventé le flux tendu en matière de distribution. Alors, c'est formidable. Bon, voilà, il manque un produit ici, voilà, chez Super U, au coin de la rue. Eh bien, c'est pas la peine d'avoir stocké des grandes quantités. Il y a un truc qui va être automatique, avec de l'intelligence artificielle en plus à la clé, et le lendemain, ça arrivera de Shanghai ou de quelques part en Chine, etc. Et oui, mais non, ça marche plus comme ça, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors on essaye, de relocaliser, on va essayer de refaire des choses. Mais regardez, les masques FFP2, on s'est mis à en faire en France, et les usines qui le font ferment. Pourquoi? Parce que c'est moins cher quand ça vient de Chine. Bon, on ne s'occupe pas de cette histoire de savoir si demain ça viendra encore de Chine. Donc, en attendant, c'est moins cher, et ça, c'est c'est la logique du profit à l'intérieur du système capitaliste. On va pas relocaliser, on va pas le faire. Dès qu'il y aura 3 jours sans confinement, on va dire ça coûte quand même moins cher de le faire venir d'ailleurs, et on va continuer à le faire comme ça. Plus toutes les choses qu'on ne peut pas. Voilà. Moi, je vais être dans un magasin bio où on trouve que du local, mais je pourrais vous montrer, j'ai des oranges là. D'où est-ce qu'elles viennent, les oranges? C'est du local. Non, on est en Bretagne au mois de, j'allais dire de décembre, mais au mois de janvier, c'est pas de là que ça peut venir. Bon, la distribution, les problèmes qu'on va voir, les problèmes de la pandémie, qu'est-ce qui reste? Le problème du politique. Bon, en France, le débat de l'année dernière a été entièrement mobilisé par un candidat dont le fonds de commerce, c'est la haine de l'autre. C'est pas encourageant. Alors il y a une campagne électorale pour la présidentielle qui se dessine. Certains des candidats, ce sont des gens que je connais pour les avoir rencontrés, leur avoir serré la main, savoir qui ils sont. Il y a quelques candidats confidentiels qui ont un sondage en 0,5% d'intention de vote, etc. Mais, et je faisais la remarque l'autre jour, parce que dans une discussion où on parlait de ça, du caractère enthousiasmant ou non d'élections qui vont se tenir, est-ce qu'il y a dans les candidats qui ont une chance, est-ce qu'il y a quelqu'un de sympathique? Comme je dis, il y en a que j'ai rencontrés. Est-ce qu'il y a des gens de sympathiques parmi les candidats qui ont une chance de l'emporter en France? Et j'allais dire, et même parmi les autres, non. J'ai eu des conversations avec certains, c'était des conversations moroses et sans grand intérêt, qui m'ont révélé des personnages dont je ferai certainement pas mes amis. On nous parle d'une candidate qui pourra encore se manifester, qui elle serait la candidate miracle. J'ai passé une soirée en sa compagnie, j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec elle. Est-ce qu'elle a souri pendant toute cette soirée? J'en ai pas le souvenir, je crois pas. Non, je crois pas. Et puis on se dit, pourquoi est-ce que les gens vont pas voter? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui restent chez elles? Je crois parce qu'on n'est pas enthousiaste à aller voter pour les candidats qui sont là.
Et ça, malheureusement, c'est lié au système de recrutement de la classe politique depuis pas mal de temps, avec en plus le fait que quand il y a des gens sympathiques, le système est là pour les broyer tout de suite et ils n'apparaissent jamais véritablement en surface. Je reçois un mail ce matin, là ça vient des États-Unis, c'est une forme de bon vœu de quelqu'un avec qui je suis en contact depuis les années où j'habitais Los Angeles. C'est quelqu'un que je rencontrais au centre de Human Complex Systems, voilà, le groupe de réflexion sur les systèmes complexes à UCLA, University of California à Los Angeles. Et ce message de bon vœu, ben, c'est 6 liens à 6 éditoriaux aux États-Unis qui disent que fait-on devant la montée du fascisme dans le pays. Bon, alors c'est bien qu'on se pose au moins la question et qu'il y aura peut-être des gens qui liront ça et qui pourront faire quelque chose. Mais dans mon expérience personnelle, moi qui ai rendu compte de la montée du fascisme aux États-Unis pendant 6 ans, de manière absolument régulière, je dirais, tous les jours. À l'époque, on était à employer le mot fascisme à propos de ce qui était en train de se dessiner. À ma connaissance, on était 3. Il y en a peut-être un ou l'autre que je n'ai pas vu. Il y avait David Ignatius, le commentateur, et il y avait Robert Reich, ancien secrétaire, je ne sais plus exactement quoi, dans une administration démocrate, et qui est une personne d'ailleurs que je citais, Robert Reich, je le citais dans le livre où j'annonçais la crise des subprimes, parce que c'est une personne voilà, qui fait des bonnes analyses depuis très très longtemps et qui annonce les choses qui vont venir. Bon, alors on était 2 ou 3, est-ce que ça fait une différence? Ça fait aucune différence, vous me direz. En plus, moi je l'écrivais ça en français, avec très occasionnellement des traductions en anglais. Bon, il y avait quelques personnes aux États-Unis qui relayaient ce que je dis, en particulier la personne dont je viens de parler, avec qui je suis toujours en contact. Ça faisait aucune différence. Nous avons cette mauvaise habitude de nous occuper des choses quand il est trop tard, comme ces enfants enfermés dans ce restaurant et qui tout à coup sortent. Et bien entendu, quand ils sortent, je ne l'ai pas dit, c'est la bousculade, voilà. À juste titre, parce que il y a combien de portes dans un restaurant? Il y a une porte arrière, il y a les portes devant, mais s'il y a plusieurs centaines de personnes à l'intérieur, et une fois qu'ils sont dans les mamans disent courir à la voiture. Une fois qu'ils sont dans la voiture, ben, il y a plein de voitures qui essaient de sortir du parking en même temps. Voilà, et c'est comme ça que nous faisons. Nous attendons qu'il soit trop tard. Et pourquoi? Parce que ceux qui lancent l'alerte, on les appelle alarmistes. On les appelle alarmistes même quand ça brûle déjà. On continue de les appeler alarmistes. Il y avait sur mon blog, à l'époque où on était déjà au plein milieu de la crise des subprimes, il y avait des gens encore qui venaient se moquer de moi, voilà, ici et là, en me décrivant comme le prophète Philippulus dans, c'est quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle là, cette histoire de Tintin. Celui avec l'étoile mystérieuse, avec un gros champignon sur la couverture. Voilà, c'était en train de s'écrouler. Et il y en avait encore qui disaient prophète de malheur. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Parce que comme aujourd'hui, il va y avoir des gens sur mon blog qui vont dire vous c'est un rêve ce truc de Covid, ça n'existe pas. Et bon, il y a des gens qui vous vous souvenez, M. Alain Mac, qui a dit que c'était un truc purement psychologique, la crise. Il a dit ça quoi? Au milieu de 2007, au moment où tout s'écroulait. Et quand on veut l'avis de quelqu'un, voilà, d'une autorité sur la finance aujourd'hui, on s'adresse à qui? On s'adresse à M. Alain Mac, qui est une autorité sur ce genre de questions. C'est malheureusement ça. C'est malheureusement ça, notre espèce. Est-ce que toutes les espèces sont comme ça? C'est possible. Nous donnons le qualificatif d'intelligent, ce qui va me permettre de conclure ma vidéo par une transition. Et c'est pour ça que nous sommes étonnés que nous soyons aussi nuls devant une menace d'extinction qui est indéniable. On fait un très bon film là-dessus, Monsieur David Mackay, avec très grands acteurs. J'avais oublié de me mentionner Madame Kate Blanchett l'autre jour. Et que disent les gens?
Ah oui, il aurait pu mettre sa caméra plutôt vers la gauche. Oui, enfin, des films catastrophes, on en a déjà vu. Oh, c'est un truc pour les enfants et donc, bon, je vais pas regarder. Je fais pas partie du public cible de ce genre de truc. N'importe quoi. La même chose que les anti-vax qui vous invoquent, je dirais, je ne sais pas, le carré de l'hypoténuse comme étant une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas vaccinés, plus autre chose, plus le commerce du kiwi entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est une raison supplémentaire pour laquelle je ne me fais pas vacciner, le grand n'importe quoi. Et ça, bon, je suis psychanalyste, je vais pas dire que je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça, je sais parfaitement comment les mécanismes de défense fonctionnent. Bon, c'est on, on met toute la puissance, on essaye de pas guérir, on essaye de continuer avec ces schémas complètement béats, on essaye d'aller jusqu'au bout, le plus loin possible. Et bon, il y a moyen de sortir les gens, mais dire il faudrait que tout le monde soit psychanalysé pour qu'on s'en sorte, c'est la même chose que ceux qui nous disent bah, il faudrait que tout le monde soit gentil, et quand tout le monde sera gentil, commençons par faire que tout le monde soit gentil, et puis les problèmes, oui d'accord, ça fait un moment qu'on essaye, et c'est pas comme ça qu'on avancera. Alors oui, j'ai dit intelligence. Bon, je vais terminer par une petite note personnelle. Euh, L'année 2021 a été une des pires années pour beaucoup de gens. Il se fait qu'accidentellement, personnellement, à titre personnel, ça a été une des meilleures années de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai pu reconnecter avec des tas de choses qu'on m'empêchait de faire. Bon, je ne vais pas tenir un grand discours paranoïaque, mais dès que vous avez un peu de talent, beaucoup de gens vont être d'accord. Il y a des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues, et s'ils sont nombreux, s'ils sont nombreux à considérer que vous les menacez d'une manière ou d'une autre, en prenant un petit peu de hauteur, d'altitude, eh bien, ils vont se liguer entre eux. Mais donc, il s'est fait que j'ai pu, parce que quelqu'un m'a contacté, m'a dit vos travaux sur les fondements des mathématiques sont très très intéressants. Est-ce qu'on pourrait commencer par en parler et puis collaborer? Et il y a 2 articles qui sont en train d'être rédigés, et j'aurai encore une discussion cet après-midi à ce sujet-là. Ça me fait très très plaisir. Alors les travaux que j'ai faits en intelligence artificielle et qui se terminaient en 1904, qui sont terminés en 90, ayant commencé en 1987, simplement parce qu'il n'y avait plus de financement pour ce type d'intelligence artificielle à cette époque-là. On m'a recontacté cette année-ci, et non seulement ça, mais on me fait participer à un grand projet. Bon, il n'y a pas encore le financement, mais je suis déjà nommé dans la firme qui est à l'avant-garde de ce projet. Et aujourd'hui, je suis employé de la firme Elif Lab, un bon labo d'intelligence artificielle. Ça me fait très plaisir. Après, ça fait quoi, 90? Après 30 ans de pause, et en me disant que peut-être que j'étais convaincu qu'on se réintéresserait à ce que j'avais fait, mais je me disais que ce serait après ma mort maintenant. Et donc voilà, j'ai la chance de mon vivant de voir ça, voilà, qu'on me recrute à nouveau dans des projets d'intelligence artificielle en raison du caractère novateur de ce que j'avais fait à l'époque où je le faisais. Par ailleurs, un accident, quelqu'un qui m'a dit, qui m'a envoyé un message en disant, écoutez, c'est un peu un appel au secours, est-ce que vous pourriez prendre quelqu'un en psychanalyse parce qu'il s'est passé ceci et cela? Je me suis dit, ben oui, c'est un appel au secours, je peux faire quelque chose. On a commencé à faire ça par Zoom, ça a bien marché, heureusement. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai une activité de psychanalyste qui me prend, selon les semaines, entre la moitié et 100% de mon temps, et j'ai l'impression qu'on fait des choses utiles. Il y a plusieurs initiatives qui sont déjà liées à ça, un groupe de lecture, mais aussi un autre projet dont il est prématuré de parler, mais qui est un projet véritablement enthousiasmant, qui ferait vraiment une différence. Voilà, donc à titre personnel, et le fait de ne pas devoir manger dans des restaurants m'a permis de manger de manière beaucoup plus saine pendant un an, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose en soi.
est-ce que je peux me réjouir de, voilà, de l'impact de ce que je dis autour de moi? Non, non, pas vraiment, pas vraiment. Je suis lanceur d'alerte. On reconnaît mon mérite a posteriori et quand il est trop tard pour faire quoi que ce soit, c'est très gentil. Euh, Avant-hier, j'ai dit que mon livre, Le dernier qui s'en va, éteint la lumière, n'avait été traduit qu'en chinois. C'est pas vrai, il avait été traduit en allemand, mais la raison pour laquelle j'ai oublié qu'il avait été traduit en allemand, c'est que je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu le moindre compte rendu, la moindre invitation, rien, ni par une télé, ni par une radio, ni même par une université, ni même par un département inconnu d'une université à propos de ce livre. Quand je dis trou dans l'eau, c'est même pas voilà, c'est même pas un trou dans l'eau visible une demi-seconde. Malheureusement, j'aurais pu espérer qu'en Allemagne on s'intéresserait à ça. D'autant qu'il y avait déjà eu une traduction de La survie de l'espèce, la BD que j'avais fait avec Maclès. Et là, il y a eu, je crois qu'il y a eu quatre comptes rendus essentiellement dans des revues qui font des comptes rendus de bandes dessinées. Il n'y a eu aucun impact non plus sur le plan politique. Malheureusement, les 4 livres que j'ai traduits en allemand n'ont encore conduit à absolument aucune réaction. Je dis même pas un courrier de quelqu'un, si 2 ou 3 comptes rendus pour la BD. C'est pas encourageant, c'est vraiment pas encourageant, d'autant que voilà, un de ces livres, c'est celui quand même qui avait eu un peu d'impact en France. Le dernier qui s'en va éteint la lumière. À propos de quand j'ai dans la vidéo d'avant-hier, quand je dis je ne sais pas l'impact que ça a eu cette traduction en Chine, il y a quelqu'un qui a dit probablement rien du tout. Si vous n'avez pas reçu de droit d'auteur, ça prouve que simplement c'était une traduction sauvage ou que c'est passé dans le flot général. Et là j'ai pu lui répondre non, non seulement des droits d'auteur ont été versés, mais c'est probablement, je dirais, la somme en droits d'auteur la plus grande que j'ai jamais reçue, c'est les droits que les Chinois ont payés pour la traduction de ce livre. Donc, je pourrais dire que le plus grand nombre de mes lecteurs, c'est probablement en Chine, à propos de ce livre-là. Alors, est-ce qu'il est en vente dans les librairies? On me dit que non. Est-ce qu'il a vraiment été traduit? Oui, j'ai eu des discussions avec le traducteur et avec le patron du traducteur. Je sais que le livre, ils m'ont confirmé que le livre avait paru. Donc, pourquoi est-ce qu'il apparaît pas en surface? On me dit que dans ce cas-là, c'est parce qu'il il a circulé uniquement, ou même a été distribué gratuitement parmi les membres du Parti communiste. Donc, ça apparaît pas en surface. Pourquoi est-ce qu'il était possible que ce livre ait attiré l'attention des Chinois? Et ça, je le sais par ailleurs. C'est qu'il y avait un correspondant en France, un correspondant chinois, je crois, si j'ai bon souvenir, d'un périodique ou d'un quotidien officiel, et dont on me disait qu'il lisait manifestement mon blog parce que voilà, il communiquait les informations qu'il trouvait là, qu'il communiquait les analyses qu'il trouvait là. Donc c'est pas, je dirais, c'est pas un rêve de mon côté de croire que ça a pu avoir un impact en Chine. Oui, bon. Mon meilleur coup en termes de vente de livres, c'est en Chine, c'est même pas en France en termes voilà de droits d'auteur qui ont été versés. Donc c'est pas un rêve. On est dans le capitalisme. Si on me paye une grosse somme pour quelque chose, c'est que ça existe vraiment. Voilà, alors j'ai terminé par une note un petit peu plus optimiste à titre personnel. Je suis toujours là. Ce qui me fait un plaisir énorme, c'est les contacts que j'ai avec vous, c'est les gens qui me contactent pour faire une psychanalyse, mais aussi comme ça pour parler. J'ai eu une conversation, c'était avant-hier, c'était une conversation fascinante avec quelqu'un qui se trouvait sur un autre continent et qui m'a dit des choses très très intéressantes. Une réflexion en particulier qu'on a eue sur le progrès. Il dit les gens utilisent encore, dans mon pays, utilisent encore le mot progrès. Le problème, c'est qu'il y a 14 000 définitions différentes. Il n'y a plus une vision unifiée.
Et ça me fait plaisir, voilà, vraiment. Quand ce sont des gens de mon âge, ça fait plaisir. Quand ce sont des gens qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui veulent avoir une longue conversation avec moi, donc je vois qu'ils ont lu ce que j'ai écrit, qu'ils avaient envie depuis longtemps de parler avec moi. Et j'ai eu une autre conversation de ce type-là qui me revient à l'esprit. C'est quoi? C'était il y a 4 jours, 5 jours, en France, voilà, en France, avec une avec une personne qui là aussi montrait que cette personne, au bout de 2 phrases, m'a tutoyé. C'était bon, c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. Nous avons réagi, elle et moi, mais il était clair pourquoi. C'est parce qu'elle me connaissait déjà très bien, et moi je la connaissais déjà très bien après 4 phrases. Donc voilà, bon, ça fait plaisir. Et de même, après toutes ces années où m'a empêché d'avoir des étudiants, ça me fait plaisir d'avoir des étudiants, de pouvoir discuter avec eux. Toutes ces années, je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer la psychanalyse et où je vois, voilà, d'un jour à l'autre, quelqu'un qui me dit une date, il me dit voilà, maintenant cette date est une date fondamentale dans ma vie, une date qui s'est passée, voilà, il y a 6 semaines d'ici, tout ça me fait énormément plaisir. Donc, le courage est là, l'optimisme est là. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me proposer des textes pour mon blog, n'hésitez pas à me proposer des thèmes pour ma petite vidéo. Non pas que je sois à court de thèmes, mais il y a des choses que j'oublie voilà. Dans la précipitation, il y a des choses dont j'oublie de parler, ou alors je m'en souviens très très tard. Voilà, passons une bonne année 2022, unissons nos efforts, faisons ça ensemble. Tout est peut-être perdu, mais il sera encore temps, quand nous verrons les vagues monter tout autour de nous, il sera encore temps de dire à ce moment-là que c'est perdu. En attendant, il y a plein de choses à faire, et félicitations véritablement à Monsieur Mackay, à Monsieur DiCaprio, à Madame Meryl Streep, à Madame Ariana Grande, à Madame Jennifer Lawrence, à Madame Kate Blanchett. Je vais essayer de pas d'en oublier aujourd'hui. Il y a des acteurs que je connaissais pas, dont je connais pas le nom. Ah oui, Perlman aussi, qui a un petit, mais Ron Perlman qui a un petit rôle, et qu'on a beaucoup aimé, comme dans la cité des enfants perdus, voilà, des grands acteurs, et dont on voit qu'ils ont eu à cœur de participer à ce projet de lanceur d'alerte, de crier en disant écoutez, cesser de nous distraire avec des transferts de footballeurs et des machins comme ça. Il y a une urgence, il y a une véritable urgence, et 2022 va être une année d'urgence. Il va y avoir des catastrophes naturelles qu'on n'avait pas prévues parce que c'était des choses qui ne se reproduisaient que tous les 100 ans. Moi, j'ai eu la chance de vivre 12 ans en Californie sans qu'il y ait eu de tremblements majeurs, de tremblements de terre majeurs, mais c'est rare, les périodes de 12 ans en Californie sans tremblement de terre majeur, venant s'additionner, voilà, à la forêt qui a disparu ou qui est en train de disparaître en Californie, la désertification qui monte, plus la pandémie, etc. Un gros tremblement de terre là-dessus, ça compliquerait encore sérieusement les choses. Aux États-Unis, voilà. Maintenant, les poids lourds sont renversés par des bourrasques. Voilà. Alors un poids lourd au milieu d'une autoroute renversé par une bourrasque, ça provoque des accidents en chaîne, ça provoque des morts, des choses de cet ordre-là, toutes des choses dont on dit qu'on ne les a pas prévues. Des inondations à New York. Ah, on n'avait pas pensé à ça. C'est au bord de la mer. Hein, si vous êtes à New York, vous savez que c'est au bord de la mer. Qu'on fasse habiter des gens dans des sous-sols sans qu'ils puissent sortir. Ce sont des souricières. On va encore voir pas mal, malheureusement, de choses qui sont les conséquences du fait que notre espèce est arrivée à transgresser depuis pas mal de temps la capacité de charge de son environnement, et qu'elle est dans son processus d'extinction. La difficulté pour la nature, c'est qu'on est là et qu'on peut quand même faire quelque chose. Est-ce qu'on sera efficace ou non?
ce qui se passe depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis le rapport Meadows, voilà, depuis 50 ans, n'est véritablement pas encourageant. Mais allez, on est là, on peut faire des tas de choses ensemble encore. Allons-y, il fait beau aujourd'hui. Allez, bonne année.